Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. On va d'abord commencer avec une excellente nouvelle parce que la semaine dernière, on a inauguré à l'hôpital du Haut-Richelieu le nouveau centre mère-enfant. On va en parler avec Mme Caroline Benoît, qui est la directrice du programme jeunesse pour le 6 Montérégie-Centre, et Mme Stéphanie Morissette, qui est chef de l'unité mère-enfant de l'hôpital du Haut-Richelieu. Mesdames, bonjour. Bonjour. Comme je le mentionnais, c'est une très bonne nouvelle. On attendait ça depuis plusieurs années, donc on l'a inauguré. Peut-être nous parler un peu de ce que c'est justement ce nouveau centre mère-enfant à l'hôpital du Haut-Richelieu. Oui, comme vous le disiez, ça fait plusieurs années qu'on attendait. C'est une construction neuve qui va permettre d'accueillir les familles dans toute une nouvelle unité. La nouvelle unité, elle comporte 15 chambres, donc c'est 15 chambres individuelles qu'on appelle TAP, Travail, Accouchement, Récupération, Postpartum. Donc, tout se fait dans la même chambre. Donc, les mamans, quand ils sont accueillis, ils vont aller dans notre nouvel espace de triage. Puis par la suite, ils sont dirigés vers une chambre dans laquelle ils vont faire tout le travail d'accouchement, l'accouchement, puis pouvoir séjourner en postpartum dans la même chambre. Mm-hmm. Oui, j'ai eu l'occasion d'aller à l'inauguration la semaine dernière et c'est de toute beauté, vraiment. Parce qu'avant, là, ça remplace l'ancien centre de naissance de l'hôpital. Je pense que les mères étaient 2 par chambre. Là, ils auront des chambres individuelles. C'est vraiment de toute beauté. Peut-être nous parler un peu de toute la réflexion qui a été faite derrière ce projet-là pour amener justement à ce nouveau centre de mère-enfant. En fait, ce qu'on voulait, c'est vraiment donner une expérience complète aux mères. On voulait, comme vous le disiez, c'était très exigu, nos anciens locaux. Donc, on voulait vraiment pouvoir avoir beaucoup de place. Puis, on voulait s'assurer qu'on puisse offrir un plateau qui permet aux mamans là, de vraiment avoir accès à des techniques alternatives de gestion de la douleur. Peut-être, Stéphanie, tu peux en parler un peu, qu'est-ce qu'on a dans la chambre qui permet ça? Bien, en fait, on a bien sûr dans toutes les chambres maintenant des bains. Mm-hmm. Donc, toutes les mamans vont avoir accès à un bain individuel, personnel, dans toutes les chambres. On a des super de belles grandes douches aussi maintenant. Fait que ça aussi, c'est un moyen alternatif que les mamans peuvent s'asseoir sur le banc puis recevoir des soins au niveau de la douche. Dans chaque chambre aussi, on a des anneaux au-dessus des lits. On s'est inspiré des maisons de naissance. Donc, avec des lianes de portage, on peut aussi exercer, dans le fond, une technique qui est différente au niveau de la douleur. Bon. Ce qu'il faut dire, c'est que les chambres maintenant sont adaptées, sont plus grandes, c'est favorable à une meilleure qualité. Je pense qu'on voulait vraiment permettre là, un environnement vraiment maximum pour les mères, mais aussi pour les pères, les parents, la famille, en fait, qui visite la mère à l'hôpital. Oui, effectivement. Dans chaque chambre, il y a aussi un espace là, pour le conjoint ou la famille pour pouvoir dormir. Donc, on a un grand lit qui se transforme en... Un grand sofa, je devrais plutôt dire, qui se transforme en lit. On a aussi des espaces communs. On a une cuisinette, puis on a un salon des familles aussi. Donc, ça va permettre aux familles de pouvoir vraiment être autonomes là, pendant le séjour, puis avoir leurs espaces. Là. Bon. Vous disiez qu'il y a 15 lits. 14, en fait, 14 lits. Oui. En fait, on n'a pas ajouté le nombre de lits, je pense, si j'ai bien compris. C'est juste que les chambres seront beaucoup plus grandes et beaucoup mieux adaptées. Là, c'est à peu près ça. Hein? On avait 12 chambres, 12 donc chambres. on augmente à 14, oui. Bon. Mais en termes de volume d'accouchement, on devrait se situer au même nombre à peu près, là. Ouais. OK. Vous avez parlé donc de lits, là, travail, accouchement, récupération, postpartum. Peut-être nous expliquer un peu là, ce que c'est exactement là, pour ce que ça représente pour les mères. Est-ce que tu veux l'expliquer? Bien, en fait, quand la mère elle arrive, on a une nouvelle aire de triage aussi. Qui est beaucoup plus vaste et mieux que ce qu'on avait présentement. Fait que l'infirmière accueille la mère, elle la met au triage, elle évalue si le travail est en cours. Une fois que l'évaluation est faite avec l'équipe médicale, donc on va l'installer dans sa chambre où ce que là, à ce moment-là, maman, papa, peu importe le conjoint, va pouvoir tout s'installer pour accueillir la famille, le nombre de temps que ça va prendre. Donc, le travail va se faire là, c'est là qu'on va débuter. Une fois que l'accouchement est fait, donc tout ce qui est matériel médical va pouvoir être sorti de la chambre pour ressembler vraiment plus un peu à une chambre d'hôtel, si on peut dire, là, fait que ça soit plus médicalisé. La récupération, donc dans le 24 heures qui suit l'accouchement, c'est en moyenne le nombre de temps que la famille va rester à l'hôpital si tout va bien. Donc, vont rester dans cette chambre-là maintenant, pas besoin de déménager. Et le postpartum, bien, c'est toute la période après où l'enseignement va se faire avec la famille. Bon.
Ce qu'on a remarqué aussi, et vous en avez parlé lors de la visite, c'est tout ce qui a rapport avec la luminosité des chambres, l'espace. Donc, c'est vraiment, là, je vais utiliser le terme 2025, là, mais c'est vraiment maintenant là, une unité vraiment qui répond aux besoins d'aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est à la fine pointe de la technologie. On a toutes sortes d'éclairages de prévus. Puis l'objectif, c'était, comme le disait un petit peu Stéphanie, c'est d'essayer d'éviter d'avoir à rentrer dans la chambre beaucoup d'équipements. Donc, on a voulu avoir le plus possible de choses intégrées à l'intérieur du mobilier de la chambre. Donc, ça aussi, ça fait un environnement qui ressemble plus à la maison des naissances ou l'hôtel. Donc, ça sera situé au 3e étage de l'hôpital? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'ancien centre des naissances? En fait, c'est actuellement notre pédiatrie qui est là et qui va demeurer au 3e étage. Donc, ça va demeurer des services pour les enfants, mais pour les plus vieux. Bon. Donc, il y a aussi, je ne voulais pas vous interrompre, mais on n'en a pas parlé, mais on a aussi tout refait la pouponnière. C'est peut-être là où vous alliez, là, mais dans les fêtes, là, actuellement, on avait une pouponnière qui était beaucoup moins... si on veut, grande, c'est la même chose là, au niveau technologique. Là. Donc, on a tout un nouvel espace de réanimation pour les enfants avec 5 isolettes. Fait que ça aussi, c'est bien pour les familles de Saint-Jean, puisqu'on accueille des bébés là, qui sont à partir de la 34e semaine de grossesse. Puis, donc, ça permet aux mamans de vraiment cohabiter aussi avec leur bébé s'ils ont besoin de soins là, en pouponnière. Oui, c'est ça. Parce que ça ne change pas. Avant, c'était comme ça aussi. Là, les enfants, là, à partir de la 34e semaine. Sinon, c'était dans les autres hôpitaux de la région. Donc ça ne change pas au niveau de l'accueil des mères à l'hôpital. Non, ça ne change pas. C'est vraiment plus l'espace qui est vraiment différent, comme vous avez pu le voir lors de votre visite. Puis le fait qu'on peut vraiment avoir une cohabitation là, dans le même espace entre le bébé et la mère. Là. Ça, c'est très intéressant. Oui. Ça a été mentionné aussi, mais on en a parlé dans l'entrevue un peu tantôt, ça vient un peu combler les lacunes qu'il y avait autour à l'hôpital à ce niveau-là. Donc là, maintenant, là, on répond vraiment à tous les besoins des mères et des enfants pour répondre à leurs besoins, finalement. Oui, exactement. Oui. On est vraiment aux normes au niveau de la prévention des infections. On l'était, mais c'est beaucoup plus adapté là, à 2025 au niveau de la prévention des infections, au niveau de la prévention. On a des chambres qui peuvent vraiment être isolées si jamais l'enfant il est porteur d'un virus. Donc, oui, c'est vraiment... Puis il va y avoir un accès aussi plus rapide, je pense, au bloc opératoire si jamais il y a quelque chose. Bien, en fait, on a, au poste infirmier, on a été capable d'avoir un bouton qu'on appelle pour les césariennes d'urgence qu'on n'avait pas dans l'ancienne partie où ce qu'on était. Donc, l'accès au bloc va se faire relativement dans les mêmes délais parce qu'on était quand même très rapide, mais ça va être facilitant maintenant puisque tout, dans le fond, va être automatique en activant le bouton. L'ascenseur est appelé directement, les portes vont ouvrir, puis ils vont nous attendre pour aller au 2e étage au bloc opératoire. La façon dont ça a été fait, est-ce qu'on est allé voir d'autres hôpitaux pour voir un peu comment ça fonctionnait, la façon ergonomique d'installer le centre mère-enfant? Oui. Moi, j'étais allée visiter un nouvel hôpital, dans le fond, à Montréal, avant même leur inauguration. Ça fait quelques années de ça, par contre. Donc, il y a des plans qui avaient été refaits justement en lien avec des points positifs et négatifs que la chef d'unité m'avait mentionnés. Bon. C'est un projet, je le disais, là, on y attendait. Il y a eu la pandémie qui s'est installée. C'est un projet qui avait été annoncé, je pense, au début des années 2020. Donc, on en voit le jour. Sans rentrer dans les détails du financement, mais c'est un projet quand même assez important au niveau financier. Surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'en ces temps de coupure budgétaire où on a des problèmes en santé, de voir ce projet-là aboutir enfin, bien, ça ajoute, je pense, à la bonne nouvelle. Oui, effectivement. Bien, la bougie d'allumage fut le 5 millions, le don de 5 millions de la Fondation Santé. Puis suite à ça, bien, effectivement, on a fait des démarches là, ministérielles et toutes les démarches requises pour avoir l'autorisation. Au total, c'est un grand projet là, mené par la SQI de 45,6 millions. Et puis, mais ça englobe le centre mère-enfant ainsi qu'une deuxième phase qui, pour nous, est la clinique de grossesse à risque
et la rénovation là, de nos laboratoires associés. Donc, au total, là, ces 3 phases-là, en fait, là, c'est le total de 45,6 millions. Bon, mais peut-être expliquer un peu plus là, que les 2 autres projets qui s'en viennent, là, qui font partie, en fait, de tout ce projet-là. Pour la clinique Gare, en fait, c'est qu'on va actuellement, on reçoit les clientes qui ont une grossesse à risque, là, pour différentes raisons, doivent avoir un suivi régulier là, en gynécologie. Donc, on va avoir tout un espace aménagé pour les accueillir, faire le suivi avec l'omnipraticien, le gynécologue, salle d'échographie. Donc, ça va. Et puis, ça va inclure aussi 2 chambres là, de débordement, si on peut dire, si advenant que nos 14 chambres ne sont pas suffisantes, on pourra avoir un petit espace, là, une petite zone tampon. Bon. Est-ce que c'est opérationnel, là, le nouveau centre mère-enfant, ou ça le sera bientôt? Stéphanie est mercredi, le 12 novembre, officiellement, 8 h le matin. On ferme, entre guillemets, là, si on peut se dire, l'ancien centre pour déjà accueillir les nouvelles mères dans le nouveau centre. Et comment le personnel a accueilli ça, le personnel, parce que ce sera le même personnel, évidemment, qui va travailler à cet endroit-là, là, mais comment a été l'accueil? Bien, c'est un accueil, dans le fond, qui était très attendu. Plusieurs n'y croient toujours pas, même en ce 10 novembre. Ils attendent d'avoir les pieds dedans, comme ils me disent, avant d'y croire. Mais tout le monde est quand même assez fébrile. Il y a de l'excitation, il y a du stress, on anticipe certaines choses, puis c'est normal, c'est un changement. Puis il va y avoir quand même un changement de pratique. C'est énorme comparativement à ce qu'on a présentement. Même chose au niveau de la pouponnière où on tombe avec des cubicules qui sont fermés. Présentement, c'est un espace qui est ouvert, donc l'accessibilité est différente. Fait qu'il va y avoir des choses à changer au niveau de nos soins, mais on va accueillir, dans le fond, les besoins des gens qui vont être là à mesure que ça va arriver. En tout cas, s'il y a des futures mamans qui nous écoutent, là, vous allez voir, c'est de toute beauté. Les services vont être A1 et je pense que ça valait vraiment la peine et c'est tout, en fait, bravo à toute l'équipe qui a travaillé derrière ce projet-là à l'hôpital du Richelieu. Merci beaucoup, mesdames. Merci. On va en glisser un mot d'ailleurs avec notre prochain invité, qui est le député de Saint-Jean, M. Louis Lemieux, parce que le gouvernement, bien sûr, a participé à ce projet-là. Donc, on va y revenir et d'autres sujets avec lui après la pause. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Avec mon prochain invité, ce ne sont pas les sujets qui manquent. On va tomber tout de suite dans le vif du sujet avec le député de Saint-Jean, M. Louis Lemieux. Monsieur Lemieux, bonjour. Salut Mario. Avant de parler des sujets chauds, on va parler, parce qu'on vient de recevoir des gens de l'hôpital pour parler de l'inauguration du Centre Mère-Enfant. Je sais que le gouvernement et vous-même, vous êtes impliqués dans ce projet-là qui est tout à fait magnifique. Quelle bonne nouvelle. Et finalement, c'est réalisé parce que, on va se le dire, ça a été long, hein? Il faut savoir que la Fondation de la santé avait réussi à aller chercher 5 millions pour le projet. Mais ça, c'était jadis, au moment où on était encore en train de travailler dans le projet. Il y a eu une pandémie, il y a eu plein de choses. Mais finalement, et puis là, ça a coûté beaucoup plus cher que 5 millions, mais c'est les 5 millions qui ont donné vraiment l'élan pour qu'on puisse réaliser. C'est un énorme projet qui va changer les vies à venir, puis les vies des mamans. C'est une très, très bonne nouvelle. On va rester dans le secteur de la santé, parce que au moment de ça m'aurait étonné qu'on ne reste pas dans le... Oui, voilà. Et de toute façon, les gens nous ont demandé, en sachant qu'on vous recevait,
qu'il fallait parler de ce dossier-là. Ben donc, oui. l'adoption de la loi spéciale, Oui. donc la loi 2 sur la rémunération des médecins, ce qui encadre en fait le travail des médecins. Vous avez voté en faveur, vous avez même pris la parole au moment du débat de l'adoption. Donc, les gens veulent savoir un peu votre position et pourquoi vous avez pris la parole pour vous montrer en faveur de l'adoption de cette loi spéciale. Parce que c'est pas normal en 2025 qu'il y ait encore 1,5 million de Québécois, dont 200 000 malades chroniques, qui n'aient pas de médecin. Et c'est pas normal qu'on attende toujours de plus en plus longtemps pour avoir des interventions. On peut rejeter la faute à plein de monde, on peut se virer de bord 2 fois plutôt qu'une, mais au final, le gouvernement a fait d'énormes réformes. Et la pièce manquante de ce puzzle de la santé qui nous coûte la moitié de tout ce qu'on envoie à Québec à chaque année, en ce qui me concerne, puis c'est pas moi qui l'ai pensé, même si je suis d'accord depuis le début, ça nous prend un changement de ce mode de rémunération des médecins. C'est aussi simple que ça. Après ça, ça se complique vite fait, là. Puis on peut en parler longtemps. Et puis on peut rentrer dans les détails. Mais moi, je suis de ceux qui pensent depuis longtemps que la capitation, c'est-à-dire que chaque Québécois ait un médecin ou un professionnel de la santé qui en soit responsable, ou un centre de médecine qui en soit responsable. Je pense que ça, de toute façon, c'était la solution au début. Quand Robert Bourassa et M. Castonguay ont créé l'assurance maladie il y a de cela 55 ans cette semaine, c'était supposé être la capitation. Mais pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, et la mauvaise raison, c'était qu'on était en pleine crise du FLQ au moment de la grève des médecins qui refusaient la capitation, bien, ça a été un mode de rémunération à l'acte. Et depuis 55 ans, on paye pour le mode de rémunération à l'acte. Christian Dubé, le premier ministre Legault, moi et les députés de la Coalition Avenir Québec, on pense que ce que ça nous prend, c'est un mode de rémunération mixte avec toutes sortes de choses dedans, dont la prise en charge de tous les Québécois. Et c'est ce que la loi spéciale, la loi 2, met sur la table. Bon, c'est regrettable, ça a négocié tout l'été sans vraiment négocier. On dit, c'est peut-être un détail que tu ne veux pas savoir, Mario, là, mais les gens disent, ouais, mais ils sont arrivés avec une loi de 113 pages en plein milieu de la nuit. Oui, mais le 3/4 de cette loi 2-là, c'était la loi 106, le projet de loi 106. Puis le projet de loi 106, il était sur la table depuis le printemps, puis on en parlait sérieusement avec les médecins depuis 2 ans déjà. Alors, pourquoi la loi spéciale? Parce qu'il fallait arriver à ça et on y est rendu. Mais est-ce que vous comprenez les récriminations des médecins qui disent qu'en liant une partie de leur rémunération à la performance, les médecins vont peut-être perdre plus d'argent parce que là, on va relier ça à la performance globale plutôt qu'individuelle. Est-ce que vous comprenez la récrimination des médecins? Oui, mais on n'a rien inventé. Ça existe ailleurs. Ça existe même en Ontario. Ça existe en Colombie-Britannique. Ça existe dans d'autres pays. Fondamentalement, je comprends pourquoi ça leur fait peur. Puis je comprends pourquoi ils n'aiment pas ça. Si tu es médecin puis on s'assoit tous les deux ensemble, je ne suis pas capable de te dire combien tu vas gagner l'année prochaine ou combien tu aurais gagné cette année par rapport à la nouvelle formule. Ce qu'on sait, puis ce qu'on dit, puis ce qu'on va continuer de répéter puis d'essayer de négocier, c'est qu'on n'enlève aucun dollar de la cagnotte. Mm-hmm. On parle de 9 milliards de dollars à chaque année qui vont aux médecins spécialistes et aux médecins généralistes. Ça va rester là. C'est même déjà prévu que ça augmente de 2,5 % l'année prochaine. Ce qu'on change, c'est la formule pour faire ça. Pourquoi? Parce que la formule actuelle, à l'acte, ça n'encourage pas la prise en charge, ça encourage les actes. Et ce qu'on a besoin, c'est la prise en charge. Depuis 7 ans, on a changé plein de choses. Les pharmaciens peuvent maintenant renouveler des prescriptions. On a des IPS qu'on n'avait pas. On a des centres de médecine familiale, les GMF, les groupes, qui ont grandi beaucoup depuis quelques années et qui sont prêts à assumer une prise en charge collective. Les médecins pris individuellement, c'est dur d'en parler parce que c'est tous des cas particuliers, c'est des cas d'espèce. Mais au total, puis au final, quand chaque Québécois va avoir un médecin, on pense que chaque médecin va être content. Il ne va pas travailler plus. Il y a des gens qui vont travailler avec lui pour servir, soigner les Québécois. C'est ça la réforme. Puis je te le dis, on peut en parler toute la journée, on n'arrivera pas au bout des détails. Oui, c'est complexe. Ils connaissent ça. Puis ils vont dire que moi, je ne connais pas ça. Ils n'ont pas tort. Je ne suis pas médecin, je ne le deviendrai pas. Mais au final, je suis persuadé, puis je suis intimement convaincu que depuis longtemps, là, ça fait des années. En 2018, pendant la campagne électorale, je parlais de la capitation.
En 2022, on a recommencé à en parler parce qu'il y a eu la pandémie, puis c'était pas le temps pendant la pandémie de parler de ça, et d'essayer de faire ça. Mais moi, j'étais gagné d'avance. Quand M. Legault a dit « on s'en va vers ça, qu'est-ce que vous en pensez? » J'avais la main levée, puis j'étais d'accord. Parfait. Alors, de toute façon, pour les gens, on va recevoir d'ailleurs le docteur Alexandre Prudhomme-Delage qui a pris la parole dans plusieurs médias et qui a participé à la manifestation au Centre Bell dimanche pour un peu avoir le point de vue des médecins. Mais je comprends leur inquiétude. Un changement, c'est jamais facile. On est dans un changement majeur. Moi, ce que je pense, puis ce que je dis, puis ce que je vais répéter, c'est laissons donc les négociateurs négocier. On a passé par des discussions, on a été en négociation. La négociation a toujours été un cul-de-sac parce que les médecins disaient « si la loi 106 est sur la table, nous autres, on ne parle pas ». On a parlé, mais aussitôt qu'on arrivait à la 106, ça reculait. On a été en médiation. Bon, les changements, ça fait peur, ça fait mal. Ce que je trouve dommage, c'est que ceux qui ont le plus peur, c'est les patients. Bien ça, il faut qu'on y arrive, on va y arriver, puis on va régler le problème. Parfait. On va changer de sujet maintenant. Je sais que vous voulez revenir sur les élections municipales. Il y a Saint-Jean et Saint-Blaise, entre autres, qui ont de nouveaux conseils municipaux. Mais vous voulez surtout parler du courage politique que ces gens-là ont à se présenter, là, parce que c'est des contextes pas faciles. Là, il y a Régis Labombe qui fait un documentaire sur la politique. Pas Régis, mais un peu Régis aussi, parce que je l'aime beaucoup, surtout avec ce qu'il signe dans la presse, mais le documentaire est remarquable. Effectivement, c'est ce que j'ai dit en chambre quand j'en ai eu l'opportunité, en félicitant Bruno Paquette, le nouveau maire et son équipe à Saint-Blaise, et Éric Latour à Saint-Jean, parce que il y avait 4 équipes à Saint-Jean. 4 fois 12 plus 4, c'est énorme. Plus des indépendants, donc c'est plus de 40 candidats. C'est beau pour la démocratie, sachant justement jusqu'à quel point c'est difficile. Il y a eu 1000 élus au Québec avant les élections qui avaient abandonné en cours de route parce qu'ils n'étaient plus capables. Pas facile, la politique. J'ai dit en chambre que c'était un sport extrême. C'est un sport extrême. Mais au municipal, on dirait En fait, je sais pourquoi. C'est à cause des médias sociaux, c'est à cause de plein de choses. C'est pire parce qu'on est plus proche des gens, c'est des services qui sont plus proches du monde. Et ça prend... ils viennent servir, ces gens-là. Hein? Le service public, c'est ça. C'est vraiment ce que c'est, dans sa plus pure expression. Alors, je les remercie de s'être présentés et je félicite ceux qui ont gagné, à commencer par le maire Latour, puisqu'au moment où cette émission va être diffusée, il va avoir été assermenté. Il a été assermenté, oui. Et c'est vrai pour M. Paquette aussi. Alors, je suis content de les voir en place. Et puis, j'ai déjà rencontré le nouveau maire désigné. On a travaillé sur le plan de match qu'il avait et tout ce qui s'est dit pendant la campagne électorale, pour qu'il sache que je suis à sa disposition à Québec pour essayer de faire avancer les dossiers locaux, sauf peut-être celui du REM, parce qu'il a bien dit, beaucoup dit. C'est un cri du cœur qu'il a fait la semaine passée, oui. Et il sait où je loge, vous le savez, je vous l'ai dit aussi. Oui. On aura un REM ou un je sais pas quoi un jour, mais ça ne sera pas le REM qu'on connaît ici maintenant, puis ça sera pas bientôt parce que c'est pas dans les cartes. C'est ça. Il y a 2 dossiers avec lesquels vous avez travaillé, parce qu'on va recevoir la semaine prochaine le ministre Jean-François Roberge, c'est l'immigration et la Constitution québécoise. Peut-être nous en parler un tout petit peu. Je sais qu'au niveau de l'immigration, vous avez envoyé une lettre au fédéral pour un peu que le gouvernement revoie un peu ses décisions en ce secteur-là. Là. Oui, j'ai écrit à la ministre... En fait, la ministre de l'Immigration et le ministre québécois responsable, le ministre fédéral responsable pour le Québec, M. Guilbeault. Je leur ai écrit que je considérais qu'on avait un problème majeur, là, qu'on tournait en rond. Les travailleurs étrangers temporaires, c'est vrai qu'il y en a trop au Québec, mais ils sont surtout à Montréal, puis à Laval. Mais partout ailleurs au Québec, et c'est le cas à Saint-Jean, puis c'est le cas dans les alentours, puis c'est pire à Saint-Jean parce qu'on est à la limite de ce que le fédéral appelle la RMR, qui est la zone métropolitaine. C'est un sujet qu'on a parlé beaucoup ici. Ce qui fait qu'il y a des choses qui s'appliquent à nous, mais qui ne s'appliquent pas à Granby, par exemple. Bon, on a des entreprises ici qui ont des travailleurs étrangers temporaires. On voudrait qu'ils les gardent. On a proposé, depuis l'élection du gouvernement fédéral au printemps, on leur a proposé d'avoir une clause grand-père pour qu'ils n'aient pas à voir partir leurs travailleurs étrangers temporaires quand le renouvellement de permis arrive, permis de travail, puis ils ne sont pas capables d'aller en chercher d'autres. On voulait les garder, clause grand-père. C'est simple. Le fédéral disait, bien, si vous voulez les garder, bien, gardez-les de façon permanente. Faites-les rentrer. Alors,
On a annoncé la semaine dernière, M. Robert, je vais vous expliquer ça en détail, que les seuils d'immigration seraient 45 000. On ne parlait pas tellement de 45 000, nous autres. On disait 25, 35, peut-être 45. En fait, on a même gardé le scénario maximum là, de ce qui avait été proposé. Puis on a gardé ça justement pour être capable d'essayer de trouver une façon de garder des travailleurs étrangers temporaires qui se qualifieraient dans d'autres programmes. Bref, on veut faire notre part parce qu'on le sait tellement que c'est difficile aujourd'hui. Il y a des corps d'emploi pour lesquels c'est plus difficile, mais il y a des municipalités pour lesquelles c'est plus difficile. C'est vrai pour beaucoup de régions au Québec, mais moi, je reçois beaucoup d'appels d'entrepreneurs de Saint-Jean-sur-Richelieu puis du Haut-Richelieu qui me disent « Là, je suis plus capable, là, ils repartent, je suis pas capable de les garder, puis ça marche pas. » Alors, Jean-François va vous expliquer ça parce que j'ai bien confiance en lui, mais vous avez dit un mot qui continue de me faire sourire. Allez-y. Constitution. Ah oui. On a une minute, peut-être juste résumer un peu l'important. En fait, moi, je voulais parler un peu de l'importance du pourquoi le gouvernement tenait à présenter une Constitution québécoise. Parce que c'est la cerise sur le sundae. C'est pas poli de le dire comme ça, mais c'est ce que c'est. La loi sur la laïcité, le renouvellement de la Charte de la langue française, la loi sur l'intégration nationale, l'intégration des nouveaux arrivants à la nation québécoise. Et tout ça, depuis 7 ans, moi, je trouve que c'est énorme. Ça fait partie de pourquoi je suis venu en politique, la langue française, puis tout le reste. Puis là, la Constitution que Simon Jolin Barrette a proposée aux Québécois dans le projet de loi 1, et je vais travailler dessus, je suis tellement content parce que ça vient dans la commission sur laquelle je suis permanent. Pour moi, c'est vraiment l'aboutissement, parce que ça va venir, pas juste concrétiser, mais ça va venir rendre ces lois-là supra-légales ou quasi-constitutionnelles, si vous voulez. Et pour moi, ça, c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut se faire aux Québécois. Il y en a qui veulent une constitution pour un pays. On va les laisser travailler, ils vont attendre le grand soir, c'est correct. Moi, ce que je voulais, c'est de sécuriser. Et puis, je voulais faire ce qu'on pouvait faire maintenant, parce que je suis un autonomiste. Pour moi, la troisième voie, elle est bien réelle. Puis ça, c'est une façon de montrer qu'il y a des choses qu'on peut faire. Ça fait oui, ça fait 200 ans qu'il y a été question d'une constitution au Québec. Mais on ne l'a jamais eu. Là, on veut l'avoir. Et on va l'avoir, en tout cas, moi, je la veux. Et je vais travailler très fort pour la Constitution, la première Constitution du Québec. M. Lemieux, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Oui, bien là, il va falloir me réinviter parce qu'il y avait plein d'autres sujets. Mais c'est correct, vous en aviez, vous aussi. Ça manquera pas. Merci, Mario. Merci beaucoup. Salut. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. À la prochaine, mesdames, messieurs. Au revoir.